Merci à tous d'être venus. Donc la conférence va démarrer. C'est le président Aymeric Kamega qui fera l'introduction. Aymeric, tu peux venir s'il te plaît. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc déjà merci à tous pour votre présence. Donc je vais effectivement essayer de faire un petit discours, mais qui sera, je l'espère, rapide, pour introduire un peu la conférence. Et donc pour faire court, en tout cas aussi court que possible, je vais essayer de me limiter qu'à certains points. Et en l'occurrence, je vais essayer de me limiter uniquement en fait sur 3 questions. Première question, pourquoi l'AAA ? AAA, en fait, en pratique, signifie Association des actuaires africains. Pour autant, il s'avère que l'association n'est ni réservée aux actuaires, ni réservée aux Africains. Et pour cause, l'association n'a pas pour objectif de promouvoir les Africains, et elle n'a pas non plus pour objectif de promouvoir les actuaires. Dans les faits, en fait, l'association a plutôt pour objectif de promouvoir l'actuariat, son rôle pour l'assurance, et ses bienfaits pour le développement socio-économique de l'Afrique. En fait, l'idée, c'est que l'association n'a pas vocation à mettre en avant des personnes, promouvoir des personnes, mais plutôt promouvoir des talents, des compétences, en l'occurrence actuarielles, qui seront au service d'une cause, en l'occurrence le développement de l'Afrique. Voilà pour ce qui est de la... Deuxième question, pourquoi une conférence annuelle ? L'idée, c'est que par rapport en fait, à la mission et l'objectif de l'association, on a vocation à fédérer les compétences actuarielles sensibles au développement de l'Afrique. Et par rapport en fait, à cette démarche, on a en fait, depuis la création de l'association en 2014, mis en place différentes manifestations, notamment des dîners et des ateliers techniques. C'est dans ce contexte également de chercher à fédérer que cette grande conférence a lieu. Sachant qu'il y a un point quand même de différence par rapport aux manifestations précédentes, c'est que pour cette grande conférence, l'idée n'était de ne pas se limiter à des compétences actuarielles, mais de plutôt viser un périmètre un peu plus large, voire très large, pour pouvoir bénéficier en fait, d'autres profils, d'autres connaissances, d'autres compétences. L'idée, en fait, par rapport à la conférence, c'était de réunir toute personne qui s'intéresse certes à l'actuariat, mais aussi à l'assurance et ou à l'Afrique, pour avoir vraiment une démarche où, ensemble, on peut en fait se mettre en ordre de marche pour réfléchir à ce qu'il y a lieu de faire et mettre en place différentes actions. Voilà un peu donc pour les raisons qui ont motivé en fait à en fait organiser cette conférence. Troisième point, c'est comment sera organisée la conférence. L'idée, c'est qu'il y aura en fait 2 parties. Une partie propre à des interventions et une autre propre à des tables rondes. Alors pour les interventions, en fait, on a la chance et l'honneur en fait, d'avoir 2 personnes qui sont parmi les plus grands connaisseurs de l'assurance en Afrique subsaharienne francophone, et que sont Martin Ziguélé et M. Koné. M. Ziguélé, donc M. le Premier ministre Martin Ziguélé, aujourd'hui en fait, est associé au sein du cabinet Exact Conseil et a plus de 30 ans d'expérience dans l'assurance vie en Afrique subsaharienne francophone. Et son intervention portera en fait sur la situation actuelle du marché de l'assurance en Afrique subsaharienne francophone, en mettant l'accent sur les enjeux, les défis et les opportunités. Le second intervenant sera donc M. Mamadou Koné, actuaire, qui est DG de Allianz Vie Côte d'Ivoire et qui est également membre du bureau exécutif de la FANAF, la FANAF étant une fédération d'assureurs africains qui compte plus de 200 membres. Et M. Koné interviendra sur la situation des assureurs et les défis des actuaires dans le cadre d'un marché de l'assurance dans la région en pleine mutation. Voilà donc pour la première partie. Et la deuxième partie consistera en fait à mettre en place une forme de séance débat, d'échange, dans le cadre d'une table ronde, composée donc autour des 2 intervenants que j'ai cités à l'instant, de M. François-Xavier Alboui, qui est le vice-président de Planète Garantie, de M. Franck Chevalier, qui est en fait partenaire manager en fait en actuariat en fait au sein de Ernst & Young. On aura également en fait M. Hervé Ojo, qui est en fait actuaire et associé en fait
au sein du cabinet Audio Actuaire Conseil. Et enfin, M. Stéphane Loisel, qui est professeur à l'Institut de sciences financières et actuarielles, et également membre du comité de pilotage de la formation des formateurs en actuariat pour l'Afrique. Donc voilà donc 2 parties dans la conférence, une qui fait référence à des interventions et une seconde qui fait référence à une table ronde. Ensuite, après ces 2 parties, il y aura donc une conclusion qui sera en fait élaborée par M. Abdou Cissé, qui n'est autre que le parrain de l'association et qui est par ailleurs directeur général de Cisco Consulting. Et après son intervention, on aura donc l'occasion de pouvoir entretenir des échanges et discuter donc de tous ces sujets dans le cadre d'un dîner, en fait, d'un cocktail dînatoire au sein duquel on pourra donc également déjeuner. Donc voilà pour quelques mots par rapport en fait à la conférence et à l'événement. Et juste avant de terminer, je tenais quand même à remercier donc quelques personnes, quelques structures qui nous ont beaucoup aidés dans le cadre en fait de la démarche et donc pour lesquelles je tenais en fait à adresser de vifs remerciements. Et donc il y a déjà les sponsors. Donc parmi eux, il y a Ernst & Young qui nous accueille en fait aujourd'hui. Il y a en fait Allianz, Milliman, Cisco Consulting, AXA, Activa, Sunu Assurance, Paul Forbes et Primact. Je tenais également à remercier nos partenaires médias, en l'occurrence Africa numéro 1 et l'Argus de l'assurance. Je tenais également à remercier notre partenaire institutionnel, en l'occurrence l'Institut des actuaires. Je tenais également à remercier Optimal Winter, qui nous a en fait permis, dans nos différentes manifestations, d'avoir accès en fait à l'auditorium pour tenir nos différents ateliers. Donc. Et je tenais également en fait, à remercier tous les participants, donc vous, pour en fait, votre soutien qui se manifeste par votre présence ici ce soir. Donc voilà pour ce qu'il y avait à dire en termes d'introduction. Et maintenant, donc, la parole ira à M. Arnold Defoe. Merci Aymeric pour cette intervention de bonne qualité. Maintenant, on passera la parole à M. Xavier Milot, qui représente ici l'Institut des actuaires, qui est responsable en fait de la filière actuariat à l'ENSAE et qui est secrétaire général adjoint de l'Institut des actuaires depuis juillet 2014. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci pour l'introduction. En premier lieu, j'aimerais féliciter donc Aymeric et ses équipes pour la mise en place de cette association. On sait que ça représente pas mal de travail, donc félicitations pour avoir monté cette association. Je voulais aussi remercier justement Aymeric et ses équipes également pour l'invitation et nous inviter à dire quelques mots à cette occasion. Globalement, on a 2 messages du côté de l'Institut des actuaires. Le premier, c'est qu'on est ravis que cette association se soit montée. Et le deuxième, c'est qu'on espère la soutenir au maximum dans l'avenir. Donc par rapport au premier point, on se réjouit donc de la création de cette association, essentiellement, et comme Aymeric l'a rappelé, pour une raison principale, qui est que l'actuariat, on sait tous que c'est un métier qui est très complet et qui demande un certain nombre de connaissances assez diverses. L'actuaire va à la fois faire du marketing, de la modélisation, du risk management, de la réassurance. Donc ça fait appel à beaucoup de compétences, de connaissances et de notions différentes. Et donc le fait de créer cette association qui permet de réunir en Afrique l'ensemble des acteurs avec divers profils et divers intérêts au sein d'une même structure est vraiment un plus de notre point de vue pour le développement de l'actuariat en Afrique et devrait permettre justement d'améliorer les interactions entre les différents acteurs. Concernant le soutien qu'on aimerait apporter, donc il y a déjà eu en fait en 2004 la création alors c'est pas une association mais c'est un mouvement qui s'appelle Actuaires sans frontières qui est hébergé en fait par l'association Actuarielle internationale, donc qui était déjà une prémisse en fait à cette volonté de l'Institut de développer un petit peu son côté international. Donc ce mouvement Actuaires sans frontières fait partie un petit peu de toute cette mouvance, on va dire, de création comme ça d'associations et d'instituts de par le monde qui essayent de travailler ensemble. Il y a eu donc d'abord en 2004 cette création-là. Il y a d'autres formes de collaboration en fait entre l'Institut des actuaires
et les formations. Alors je pense aux formations universitaires, on aura l'occasion d'en reparler lors de la table ronde hein, avec Stéphane et les autres invités, sous forme en fait de partenariats. Donc aujourd'hui, par exemple, je vais donner 2 exemples très concrets. L'ISFAC a développé un projet à Dakar hein, de formation, donc je laisserai les autres invités en parler puisqu'ils connaissent beaucoup mieux le sujet que moi. Du côté de l'ENSEI, on a aussi un projet de développement avec l'NCA Abidjan, puisque naturellement, en fait, l'NCA Abidjan est la petite sœur de l'ENSEI, entre guillemets. Donc c'était assez naturel de discuter ensemble pour voir comment on pourrait monter un programme local, en fait, d'actuariat. Donc on est en train de discuter de ce projet-là avec Yobua et Patrick Momafi. Et parallèlement à ça, on a aussi des partenariats en fait, avec des grandes entreprises qui sont en train de se mettre en place. Hein. Donc je pense par exemple à AXA, hein, AXA qui réfléchit, la direction d'AXA Afrique, qui promeut en fait, le développement de l'actuariat en Afrique en recrutant des personnes qui ont un profil d'actuaire mais qui n'ont pas forcément encore entre guillemets, le diplôme. Et en pensant à les envoyer en fait se former dans des formations locales hein, qui sont donc en train de se mettre en place, voire déjà mises en place. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des connexions en fait entre le monde universitaire, le monde professionnel et le monde institutionnel pour un petit peu donner la force qu'il faut pour démarrer ce mouvement-là. Voilà, du côté de l'Institut des actuaires, on a une volonté particulière qui serait de mettre un peu en relief la première remise des diplômes hein, qui aura lieu à Dakar, donc fin juillet, pour la première promotion en fait, d'actuaires qui sort de cette formation-là. Donc on aura l'occasion d'en rediscuter, mais il y a cette volonté-là. Et puis, je vais sortir un petit peu du cadre de l'Institut des actuaires. En fait, personnellement, j'ai vécu les 15 premières années de ma vie en Afrique et en zone CIMA. Hein, donc, je suis particulièrement sensible au sujet de cette région-là et à son peuple, ses idées, sa culture, etc. Donc, moi, je suis d'abord très content de tout ce qui est en train de se passer. Et puis, je suivrai avec attention tout ce qui va se développer et je serai très content d'y participer. Voilà, je vous remercie. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous dire quelques mots parce qu'on est assez fiers en fait d'accueillir l'association pour cette conférence. Déjà pour vous montrer qu'on est capable d'accueillir effectivement environ 200 personnes très facilement et aussi de grande qualité. Donc voilà, l'histoire de Ernst & Young avec l'Afrique, c'est une très longue histoire. Hein. Je regardais un petit peu les chiffres du nombre de personnes qui travaillent actuellement chez Ernst & Young en Afrique. On parle d'à peu près 6000 personnes. On parle également d'environ 280 associés qui interviennent dans une grande majorité des pays, et ceci depuis un grand nombre d'années, puisque ça dépasse en fait les 80 ans quasiment. C'est une présence constante de longue haleine qui en fait est vraiment au cœur de la mission que nous cherchons à avoir dans la société, à savoir le développement. Évidemment, le développement au travers des moyens qui nous sont donnés, à l'origine en donnant de la sécurité financière aux entreprises, en aidant également les entreprises de par le monde à faire des investissements. Donc vous verrez plus tard, si on récupère l'électricité, un petit film de la dernière étude que nous venons de sortir sur l'attractivité de l'Afrique en matière d'investissement direct étranger. Et donc il est très important que des acteurs comme nous, mais également d'autres cabinets, hein, fassions en fait un travail d'accompagnement du développement des entreprises. Nous servons également des gouvernements, puisque eux aussi doivent faire évoluer leurs pratiques et ont des enjeux pour répondre en fait aux besoins des Africains et également de tous les acteurs économiques dans leur pays. Donc l'Afrique, c'est un continent qui bouge,
C'est un énorme continent. Souvent on dit l'Afrique, mais j'ai plutôt le sentiment qu'on devrait parler des Afriques, tellement c'est grand et tellement c'est varié. Et voilà, donc Ernst & Young est très fier donc, de vous accueillir. Je vais inviter Emeric Kamega qui va vous parler un petit peu plus de l'association, des activités qu'on a eu l'opportunité de faire cette année, parce que la conférence n'est pas notre première activité de l'année. Emeric. Rebonsoir. Désolé pour cette petite situation inattendue, mais bon, il faut savoir s'adapter. L'idée, c'est voilà, donc pour essayer d'occuper le temps intelligemment, on s'était dit que c'était intéressant de repréciser un peu ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, et éventuellement en fait avoir un peu une séance de questions-réponses pour donner plus de visibilité, plus de clarté sur ce que fait l'association et sur ce qu'aimerait faire l'association et avec qui elle aimerait le faire. Alors juste pour revenir un peu donc sur le départ, l'association en fait est née d'une idée assez simple, qui était qu'on constatait que ici en France, parce qu'on est dans ceux qui avons mis en place l'association, tous des personnes qui travaillent ici, plusieurs d'origine africaine, et en fait on constatait que effectivement beaucoup de personnes s'intéressaient en fait à l'Afrique et essayaient un peu d'apporter un peu leur pierre pour, à leur niveau, contribuer un peu à ce que les activités en fait en Afrique en matière d'actuariat évoluent. Ce qu'il y a, c'est qu'on est convaincu d'une chose, qui est que c'est vrai que même si on a de la volonté pour en fait des démarches auprès de l'Afrique, si on le fait seul, même si on a beaucoup d'énergie, ça pourra certes avoir un effet, mais un effet qui sera très très faible et en tout cas certainement très inférieur à ce qu'on pourrait avoir si on était dans une démarche collective. Et donc c'est un peu dans cette logique-là qu'on s'est dit on est plusieurs à faire plus ou moins des démarches de notre côté, essayons d'être un peu plus coordonnés et organisés, et essayons donc de nous retrouver pour en fait créer une dynamique collective. Et donc c'est sur ces bases et par rapport à ce constat que l'association a en fait été pensée et a été créée. Et donc c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, un de nos points phares au niveau de l'association est de commencer par fédérer. Donc fédérer tous ceux qui, en fait, encore une fois, ont une compétence actuarielle et qui s'intéressent à l'Afrique, pour qu'on ait vraiment un socle, une équipe, un collectif susceptible de pouvoir avoir une force de frappe importante. Une fois qu'on a pu se fédérer, après, c'est avoir de la notoriété. Donc en gros, se faire connaître et pouvoir être en mesure d'avoir des relations de bonne qualité avec des acteurs qui comptent sur le marché de l'assurance en Afrique, et ensuite essayer de se mettre à disposition de ces différents acteurs qui sont présents. Et dans ces différents acteurs, je pense par exemple à la FANAF, qui est la Fédération des assureurs africains, je pense à la CIMA, qui est le régulateur en fait, des assureurs africains, je pense à des entreprises d'assurance qui sont sur place et qui ont de l'ambition pour le marché. Donc l'idée, c'est de pouvoir, au niveau de l'association d'actuaires africains, qui encore une fois, je le répète, n'est pas limitée aux actuaires ou aux Africains, mais plutôt aux personnes qui ont une compétence actuarielle qui s'intéresse à l'Afrique. Donc l'idée, c'est de se mettre à disposition du marché auprès des acteurs et de voir comment, collectivement, on peut, avec notre compétence, notre regard, notre façon de penser, apporter un peu une pierre dans en fait, la construction de l'assurance en Afrique, sachant qu'on a un marché qui est vraiment à ses débuts, qui a en fait pas mal de perspectives, mais qui doit être structuré et qu'il faut qu'on passe... en gros, c'est un marché qui a un vrai potentiel. Et c'est toujours pareil, un potentiel, ce n'est rien. Il faut qu'on passe du potentiel à la réalité. Et pour ça, il y a des choses à faire, à mettre en place. Et c'est justement dans ce cadre que l'association cherche à en fait exister pour vraiment en fait contribuer à mettre en place sa partition pour en fait aider à ce que le marché de l'assurance en Afrique avance. Donc voilà un peu comment l'association a été pensée, voilà un peu l'état d'esprit et voilà un peu ce qu'on veut faire. Monsieur Martin Ziguélé, Premier ministre de la Centrafrique pendant 2 ans et avec une très forte expertise en assurance, va nous faire part de l'état des lieux du marché de l'assurance en Afrique. Quels sont les défis et les enjeux actuels? Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Je préfère qu'on dise que je suis assureur qu'ancien Premier ministre parce que les fonctions ministérielles, comme vous le savez, sont éphémères. Et la formation qu'on acquiert, c'est pour la vie. Voilà, donc, je suis plutôt assureur. Je suis toujours fidèle à l'assurance puisque je continue à gérer, avec l'appui d'ailleurs de Emeric, un cabinet conseil orienté sur l'Afrique, mais pas exclusivement. Je vous remercie. Donc, je vais vous parler un peu de l'état des lieux du marché de l'assurance dans la zone CIMA. Je parle sous le contrôle de M. Omadou Koné. Dans la présentation, on n'a pas dit qu'il est un commissaire contrôleur de grande valeur qui a travaillé pendant plus de 10 ans à la CIMA avant de rejoindre
le privé en Côte d'Ivoire, et qui pourra donc corriger ce que son aîné Ziguélé aurait dit. Parce qu'en Afrique, quand l'ancien se trompe, après le jeune, quand il reprend la parole, il rectifie sans dire à l'ancien que tu t'es trompé. Donc, la CIMA, comme vous le savez, c'est une organisation qui regroupe donc 13 États africains, francophones, subsahariens. Et la CIMA a succédé donc à la SICA, qui était la conférence internationale de contrôle d'assurance jusqu'aux années 1962, avant d'être transférée en Afrique, à Libreville. Et ce qui est important de retenir dans la CIMA, c'est que c'est la seule organisation qui a pu réussir l'intégration des marchés d'assurance de plusieurs États africains. Naturellement, le fait que ce soit d'anciennes colonies françaises a joué. Naturellement, le fait que le système juridique à la base est le même a joué. Et naturellement, le fait qu'on appartient à la même zone monétaire a également joué. Mais il ne faut pas sous-estimer la volonté politique des autorités qui ont toujours voulu que cet instrument-là reste au service de l'assurance en Afrique. Donc, c'est en fait le marché commun des assurances en Afrique. Et à part le secteur de la banque centrale, et de la banque, bien sûr, avec la commission bancaire en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas d'exemple aujourd'hui en Afrique d'une organisation aussi intégrée, parce que, comme vous le savez, la CIMA est dotée d'outils de travail de terrain. D'abord son secrétariat général qui est basé à Libreville, et puis surtout la commission régionale de contrôle des assurances qui, de l'aveu de tous, regroupe depuis plusieurs années aujourd'hui des cadres de très grande valeur qui ont réussi la prouesse en moins de 20 ans de faire en sorte que ce marché-là marche plutôt mieux que lorsque moi, par exemple, j'ai commencé à travailler dans le secteur. Et naturellement, il y a un conseil des ministres des assurances de la CIMA qui régulièrement se réunit en marge des réunions de la zone franc et qui légifère, qui modifie la législation, qui réactive le dispositif réglementaire du marché lorsque ce conseil est convaincu que ces décisions-là doivent être prises. Ce n'était pas le cas non plus avant l'entrée en vigueur, avant l'existence de la CIMA, je veux dire de la période de la SICA. Je dois aussi, pour l'histoire, dire que l'évolution qu'il y a eu de la SICA à la CIMA, on la doit beaucoup à quelqu'un qui est un actuaire et qui a étudié à Lyon. Je veux parler d'Amadou Kourouma, que j'ai eu l'honneur d'avoir à 2 reprises comme patron. Pour la première fois comme son élève à l'Institut international des assurances de Yaoundé. Je faisais partie de la 3e promotion avec des anciens comme Keïta Ibrahim en Côte d'Ivoire, comme Talata au Niger, comme d'autres encore, Alioune Diouf au Sénégal, etc., etc. Et je l'ai retrouvé encore comme patron à la SICARE, parce que lorsque j'ai été recruté à la SICARE, il était donc directeur général déjà, et c'est lui qui a impulsé le tournant qu'a pris la SICA pour devenir la CIMA, et notamment la mise en place du code CIMA. Ça a été vraiment un travail auquel Kourouma a participé, pour ceux qui le connaissent, avec tout l'engagement qui pouvait être le sien, et l'enthousiasme qui pouvait être le sien. Donc on lui rend honneur pour cette évolution qualitative des marchés. Donc, la CIMA, c'est un marché qui compte quand même 152 sociétés d'assurance sur 13 pays et 50 sociétés spécialisées en vie et capitalisation. Et je vous prie de me croire, quand on a commencé à discuter de la transformation du code CIMA, il y avait peut-être 1 ou 2 sociétés spécialisées en vie, dont la Sonam au Sénégal, et puis le groupe des sociétés Alico au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Il y a 152 sociétés d'assurance sur le marché, dont 50 vraiment spécialisées en assurance vie et capitalisation. Et l'activité est plutôt dynamique dans la zone CIMA, puisque ce marché-là est passé de 889, est arrivé à 889 milliards de francs CFA. Il faut diviser par 6,5 pour trouver l'équivalent en euros, n'est-ce pas? En 2013, à 810 milliards en 2012, nous sommes arrivés à 889 milliards en 2013, dernière statistique disponible. Et je crois qu'aujourd'hui, 2014-2015, le marché risque de dépasser quand même 1000 milliards parce que le taux de croissance économique dans la zone est d'à peu près 4,5, sauf certains pays qui ont des problèmes particuliers, dont la RCA, mais qui sort aussi la tête de l'eau, heureusement. Donc la charge des sinistres est estimée à 263 milliards de francs CFA en 2013 toujours, contre 224 milliards
en 2012, soit une augmentation de 5,1%. Et dans la branche vie et capitalisation, les prestations échues ont atteint 192 milliards de francs CFA en 2013 contre 165 en 2012, soit une progression d'à peu près 17%. Et la masse des provisions techniques s'élève pour l'ensemble des marchés à 1 324 milliards de francs CFA contre 1 229 milliards en 2012. Donc, dans l'ensemble, l'industrie de l'assurance dans la zone CIMA a consolidé sa situation financière avec des excédents de couverture, de marge de solvabilité et d'engagement réglementé. En 92, 13, 88, 89, 90, quand se négociait le tournant de la SICA à la CIMA avec la mise en place du code, c'était exactement la situation inverse. La quasi-totalité des sociétés étaient en situation de sous-couverture et en situation financière précaire. Et aujourd'hui, c'est l'inverse que nous constatons. Donc, quels sont les progrès qui ont été réalisés? L'espace CEMA, bien sûr, a une réglementation unique, seule autorité de régulation, et un modèle de coopération également, parce qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont nées dans cet espace-là et qui permettent aux professionnels de se connaître, d'échanger d'expériences, d'échanger de bonnes pratiques, etc. Et je dois vous dire également, je ne sais pas si parmi vous, il y a des ressortissants de la RD Congo, il y a juste 2 mois, la RD Congo a adopté la loi portant le nouveau code des assurances, auquel j'ai eu l'honneur, de rédiger avec M. Joël Yetman, qui était dans le groupe Athéna, qui est devenu Alliance par la suite. Donc, ils ont un nouveau code des assurances, mais ce code des assurances-là est un frère jumeau du code CIMA. Et je crois que dans l'évolution, puisque le RD Congo, je parle de la RD Congo parce que la RD Congo fait 66 millions d'habitants, c'est-à-dire autant d'habitants que l'ensemble des États membres de la CIMA. Mais avec un marché qui est inférieur même à celui du Tchad, en volume. Donc, ça veut dire qu'il y a une marge de croissance, et si ce pays s'arrime à la CIMA, ça fera vraiment un doublement, au moins, de la population, et puis donc du potentiel du marché, quand on sait que ce pays-là a un potentiel économique très fort. C'est pour ça que j'évoque ce sujet. Donc, progrès réalisé par la CIMA, une surveillance accrue des sociétés, avec 34 sociétés d'assurance contrôlées dans la seule année 2013 dans 11 des États membres. Et donc, le Conseil des ministres de la CIMA a assigné à la Commission régionale de contrôle des assurances de contrôler au moins chaque société du marché de la CIMA, au moins tous les 2 ans. Donc, sur les 150 ou 152 sociétés, il faudrait qu'au moins tous les 2 ans, donc à un rythme de 75 sociétés par an, il faut que le contrôle se passe. Et il y a eu également un progrès très important qui a été fait suite au contrôle, parce que le marché a été assaini, beaucoup de sociétés ont été liquidées dans tous les pays membres de la CIMA sans distinction. Et la CIMA continue également à faire un travail de qualité en étendant aujourd'hui son contrôle sur les conditions d'existence des sociétés de réassurance, ce qui n'était pas le cas il y a très peu de temps. Il y a juste 3 mois, le Conseil des ministres de la CIMA a décidé de mettre en place une procédure d'agrément des sociétés de réassurance dans la zone et de contrôler, bien sûr, leurs activités. Et puis, la CIMA a également beaucoup travaillé pour mettre en place des états statistiques et comptables des intermédiaires des sociétés d'assurance, parce que là également, c'était vraiment une jungle. Et puis, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la réunion des marchés, qui est un cadre d'échange entre les régulateurs, c'est-à-dire les contrôleurs, et la profession sur tous les projets de règlement, ainsi que toute question qui a une incidence directe ou indirecte sur la marche de la profession. Et aussi, il faut considérer comme progrès réalisé l'optimisation de la contribution de l'industrie de l'assurance à la croissance économique. Il ne se passe pas un seul mois sans qu'un trésor d'un des pays membres de la CIMA ne lance un appel pour mobiliser des fonds par le biais des obligations, des titres du Trésor, etc. Et les montants dépassent généralement 30 milliards de francs CFA, et ça permet aux compagnies d'assurance donc de souscrire à ces titres-là et puis donc de contribuer par le biais des trésors ou bien des institutions de développement comme la BOAD à Lomé ou la BDAC à Brazzaville, n'est-ce pas, au financement des économies de nos pays.
Et puis également, beaucoup de sociétés d'assurance qui ont acquis beaucoup d'expertise grâce aux actuaires, grâce aux techniciens, grâce aux juristes, grâce aux différentes compétences qui émergent et qui doivent continuer à émerger. On a quand même beaucoup fait d'efforts dans l'adaptation des produits aux besoins des populations dans nos États, n'est-ce pas? Et dans des secteurs d'activité de pointe, par exemple des produits pour la couverture du money banking, des choses de ce genre-là, auxquels personne ne pouvait penser il y a moins de 10 ans. Et puis également, beaucoup d'efforts ont été faits pour accroître les incitations à investir dans le secteur d'activité en pleine croissance, tels que les BTP, les nouvelles technologies, l'information et la communication, le transport de marchandises, etc., etc. Oui, toujours dans le cadre des progrès, il y a d'accord la promotion de la protection des biens et des personnes. J'ai déjà parlé du financement des économies par le biais de la souscription des titres publics. Il y a également des efforts qui sont faits dans beaucoup de pays pour élargir le spectre de la retraite complémentaire. Je sais que, par exemple, la Caisse de sécurité sociale publique en Côte d'Ivoire a lancé, il y a plusieurs mois, un appel d'offres pour essayer d'étudier l'extension du deuxième pilier de la retraite à l'ensemble des personnels de cette caisse-là. Beaucoup d'initiatives sont prises également dans d'autres États. Je sais que récemment encore, il y a eu une réunion d'acteurs africains à Lomé pour essayer de voir comment, avec les caisses de retraite, compléter les synergies, mettre en place des règles prudentielles pour que cette opération ne soit pas une opération dangereuse pour le public, pour les raisons que vous connaissez mieux que moi, parce que je ne suis pas actuaire, vous l'êtes. Et puis aussi, il y a la promotion de l'assurance, des bonnes pratiques à travers l'interdiction de l'assurance à crédit. L'interdiction de l'assurance à crédit a été une mesure de tonnerre en Afrique. Je le dis en connaissance de cause parce que quand j'étais modeste souscripteur en réassurance vie à la Sicaré, en fait, j'avais constaté que les compagnies d'assurance mobilisaient en cash peut-être 25 à 30% des émissions théoriques qu'on retrouvait dans leurs comptes. Elles traînaient d'année en année de montants importants d'arriérés, parce qu'en Afrique, on s'arrange sur tout, y compris sur le paiement des primes. Donc, si vous ne pouvez pas payer aujourd'hui, vous payerez demain. Si demain, vous ne pouvez pas, c'est après-demain ou le mois prochain. Et donc, d'année en année, n'est-ce pas, des montants importants d'arriérés de primes s'accumulaient et mettaient en jeu et mettaient en cause donc, le fonctionnement des compagnies d'assurance, parce que les compagnies d'assurance ne pouvaient pas payer à temps les sinistres. Et donc, quand la CIMA a décidé de rendre obligatoire l'application de l'article 13 du Code CIMA, qui dit, en résumé, pas de prime, pas d'assurance, ça a été une véritable révolution. Mais je dois saluer l'action de la CIMA parce que la détermination avec laquelle elle a imposé le respect de l'article 13 de la CIMA a fait qu'aujourd'hui, la plupart des compagnies d'assurance sur tous les marchés sont redevenues solvables. Les exceptions, c'est uniquement pour des sociétés régulièrement constituées qui, dans leur fonctionnement, sont obligées d'avoir une facturation avant d'effectuer les dépenses, donc les sociétés du secteur formel qui, de toute façon, même avant la réforme, payaient déjà leurs primes. Et je pense que ça a été quand même quelque chose de très courageux. Et ça semble surprenant, enfin ça semblerait surprenant à quelqu'un qui est sur un marché d'assurance de l'hémisphère nord qu'un assuré paye ses primes. Mais en Afrique, c'est quand même surprenant qu'on paye ses primes régulièrement. Et c'est une bonne chose. Donc, et aussi, il y a un problème grave en Afrique, c'est que chacun devenait courtier ou bien agent, etc., sans formation et très souvent sans encadrement. Et les courtiers avaient donc l'habitude d'encaisser les primes et puis justement, bien sûr, de ne pas les reverser aux compagnies d'assurance. Et là également, la CIMA a mené une guerre très, très, très difficile, mais qui a eu du succès pour obliger d'abord les compagnies d'assurance à signer des conventions de représentation avec les intermédiaires, puis après à faire en sorte que ces intermédiaires-là n'encaissent pas les primes dans leur compte, mais pour le compte de la compagnie d'assurance, de ne pas prélever à la source des commissions, mais de se faire payer les commissions après service rendu. Et ça, je vous assure, ça a été des combats épiques. Je parle donc maintenant des défis. Le problème que nous avons en Afrique, c'est que, comme chacun le sait, l'assurance sur les industries de l'assurance repose sur les statistiques. Et la fiabilité de cette statistique détermine les piliers qui sont les tarifs, qui sont l'évaluation de provisions techniques, et puis naturellement la gestion du portefeuille d'actifs. Et
les outils de gestion que nous avons, les tarifs, les bases techniques d'évaluation de provision technique, etc., sont établis sur des populations qui ne sont pas en fait réellement à la base de ces estimations-là. Je salue le travail que Winter a fait, avec Kamiga d'ailleurs, comme missionnaire, avec la CIMA, qui a tenu à faire en sorte que nous ayons par exemple des tables de mortalité africaine. Ça a été une première, parce que depuis que moi j'ai commencé à entendre parler des assurances, dans tous les colloques et toutes les conférences en Afrique, on parlait de mettre en place des tables de mortalité africaines. Et c'est quand j'ai dépassé la cinquantaine que j'ai vu enfin des tables de mortalité africaines être mises en place, et j'ai eu l'honneur de participer à cette mission-là avec ce cabinet, et je crois que cela doit être poursuivi dans d'autres secteurs. Je pense au secteur de l'automobile, je pense à d'autres secteurs, à l'incendie, etc., où vraiment les outils que nous utilisons, c'est-à-dire les tarifs que nous utilisons, ne sont pas, à mon avis, ne reposent pas sur l'observation statistique réelle en Afrique. Et ce travail-là est un vaste chantier sur lequel il faut travailler. Et naturellement, puisque, que ce soit du niveau du pricing ou du niveau de la constitution des provisions, donc du niveau des engagements, il y a un problème, pour ne pas aller plus loin. Et naturellement, la bonne fin des engagements est structurellement problématique, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que il faut que vous sachiez, ce n'est pas mon sujet, ce sera le sujet de Koné, mais l'actuel en Afrique, c'est vraiment son travail. Il est comme aux États-Unis, au XVIIIe siècle, lorsqu'on parlait de la politique des nouvelles frontières, c'est-à-dire il y a des territoires à explorer. Parce que tout le travail reste à faire, de mon point de vue. Donc, nous avons des systèmes d'information et de gestion qui sont peu performants. Donc, on met à la disposition des dirigeants des bases de données qui sont peu fiables. Je parle d'expérience. On charge excessivement les cotisations de base pour faire face donc à des situations où on gère l'incertitude, dans l'incertitude même des données qu'on utilise pour gérer ces incertitudes. Et donc, on prend, en fait, c'est comme si quelqu'un prenait 2 ou 3 parapluies avant de sortir, avant d'en prendre une seule. Ce qui fait que celui qui va payer l'assurance, il va le payer parce qu'il est sûr qu'il sera remboursé, parce qu'il y aura un sinistre, etc., etc. Donc on ouvre un grand boulevard à l'antisélection. Et puis naturellement, chacun fait ce qu'il peut pour sous-évaluer les provisions de sinistre, etc., etc. Et à la fin du système, c'est que les assureurs perdent leur crédibilité parce qu'ils ne peuvent pas faire face aux charges des sinistres. Et donc, la sous-évaluation des engagements ne concerne pas seulement les provisions techniques, mais fondamentalement les provisions techniques. On peut parler également de la dette sociale, mais ça, c'est encore un autre problème. Et donc, l'un des défis de nos marchés, c'est que le taux de pénétration de l'assurance est très faible, n'est-ce pas? Sauf en Afrique du Sud et dans certains pays d'Afrique du Nord. Mais dans la zone CIMA, qui est notre objet, le taux de pénétration de l'assurance est... Nous sommes à la préhistoire de l'assurance dans nos pays, il faut se dire la vérité. Donc, il y a également le problème des placements, la faible diversification des actifs admis en couverture des engagements réglementés, et qui accentue l'exposition donc, du secteur à des risques systémiques. C'est-à-dire l'ensemble des... Dieu merci, il n'y a pas encore une faillite des engagements des États, parce que la Banque centrale joue son rôle de réassureur financier. Mais si aujourd'hui, par exemple, il y avait une crise systémique sur les titres en Afrique, beaucoup de sociétés d'assurance arrêteraient leur financement parce qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules de placement en dehors, de manière saisonnière, des titres émis par les États ou une année parce qu'il y a un boom dans un pays, dans le secteur immobilier, etc., etc. Donc, les compagnies d'assurance africaines dorment sur des trésoreries liquides très importantes dans les banques, etc., etc. Donc, il y a aussi un autre défi, c'est la sous-capitalisation du secteur. Je raisonne par analogie. Le secteur bancaire en Afrique exige un capital social minimal de 10 milliards francs CFA, divisé toujours par 6,5, ça fait 1,5 million d'euros, je crois, si j'ai bien calculé, comme minimum de capital social. Les compagnies d'assurance sont à 1 milliard. J'entends dire, mais je ne peux pas le certifier, qu'on veut passer à 5 milliards, puis après à 10 milliards. Parce que, en réalité, la plupart des compagnies d'assurance ont un capital qui tourne autour d'1 milliard
Et c'est très peu, d'1 milliard de francs CFA, bien sûr, pas d'1 milliard d'euros, et c'est très peu comme fonds propres pour faire face, n'est-ce pas, aux risques. Résultat des courses, la délocalisation des risques par le biais du fronting est la règle pour tous les risques industriels, pour tous les risques importants, donc pour tous les risques qui génèrent en réalité beaucoup de primes et dont les primes peuvent être facilement payées puisqu'il s'agit de multinationales, de grandes sociétés dans le pétrole, dans les mines, dans le transport aérien, dans le commerce international, etc. etc. Ces sociétés-là ont des accumulations de capitaux telles qu'elles préfèrent s'assurer à l'extérieur puisque les sociétés locales sont sous-capitalisées. Et donc, ça fait que nous sommes comme dans un système où on court toujours derrière une cible qu'on n'arrive pas à atteindre. C'est pour ça que l'une des voies de sortie de crise, c'est peut-être d'augmenter le capital social des compagnies d'assurance, de le mettre au moins au niveau des banques ou à 75% du niveau de celui qui a été requis pour les banques. Et puis, effectivement, le problème que nous avons aussi, c'est la maîtrise des frais généraux. Les frais généraux sont très importants dans les compagnies africaines, et ça, je pense que tout le monde le sait. Alors, quelles sont les opportunités? Parce qu'il y a quand même des compagnies d'assurance en Afrique et leur nombre s'accroît. Donc, il y a des opportunités. Et le premier point, c'est qu'il y a beaucoup de niches. Il y a beaucoup de niches. Il y a beaucoup de marge de progression, pour simplifier. Parce que nous avons une population de plus en plus éduquée, la croissance économique est toujours positive, en tout cas supérieure à la croissance démographique, depuis près de 10 ans, sauf dans certains pays. Donc, il y a une classe moyenne qui se construit. Donc, il y a un besoin de couverture qui s'accroît. Et donc, il y a des choses à faire pour développer l'assurance. Et notamment, je l'ai dit en deuxième point, par la banque assurance. La banque assurance est sous-exploitée en Afrique. Je sais que beaucoup de tentatives ont été faites, mais si vous regardez les choses de manière un peu précise, un peu rapprochée, vous allez voir que, en fait, la banque assurance se fait beaucoup plus entre des grands groupes internationaux français installés en Afrique, avec des filiales de banques françaises également implantées en Afrique, mais les sociétés, j'allais dire, les groupes qui ne sont pas affiliés ou qui ne sont pas apparentés à ces banques-là ont beaucoup de difficultés, ou je ne sais pas si c'est des questions d'expertise, qui n'arrivent pas à vendre vraiment de manière massive des produits d'assurance par le biais des banques, comme cela se fait au Kenya, comme cela se fait en Afrique du Sud, comme cela se fait au Zimbabwe, etc. Où la majorité des produits, j'allais dire, de grande consommation en assurance sont vendus par l'intermédiaire des banques et des malls, comme on dit, c'est-à-dire les grands centres commerciaux. Opportunité également. Aujourd'hui, les hommes et les marchandises circulent plus facilement en Afrique qu'hier. Ça également, c'est une opportunité pour développer l'assurance sur le commerce intra-africain, développer l'assurance également sur la circulation des personnes à l'intérieur de l'Afrique. Quand je dis circulation de personnes, je ne parle pas de ceux qui prennent l'avion, je parle de ceux qui voyagent par les cars, par les bateaux, etc., etc. Il faut descendre au niveau donc, du consommateur moyen. Toujours opportunité, il y a les bâtiments et travaux publics et les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont en plein essor et qui offrent des perspectives. Et là encore, il y a un travail, j'allais dire, politique à faire. Quand j'ai été nommé Premier ministre, je cumulais le poste de Premier ministre avec celui du ministre des Finances. Et j'étais surpris de constater qu'au ministère même des Finances, la plupart des cadres, des responsables, ne savaient rien de l'assurance. Donc les contrats qui se négocient avec les grands groupes étrangers dans le cadre des investissements, quand vous demandez est-ce qu'il y a un volet qui est réservé à l'assurance locale, les gens vous regardent comme si vous parliez de la théorie de la relativité d'Einstein. On se demande, mais de quoi vous parlez? Alors que c'est par ce biais, donc l'assurance est soignée en totalité à l'extérieur. En tout cas, il n'y a personne qui posera le problème. Et ça, je pense que c'est un travail politique qu'il faut faire, et c'est aux assureurs d'investir dans la communication pour dire qu'il y a des institutions ici dont le rôle est de couvrir des risques, et de préférence des risques importants où les primes peuvent être facilement payées pour que l'économie nationale, n'est-ce pas, puisse se faire un matelas financier pour promouvoir l'investissement, développer l'activité et donc créer de la richesse pour tout le monde. Et la preuve que le marché africain est prometteur, a des jours meilleurs devant lui, à mon avis, c'est que, vous voyez, il y a 20 ans, 30 ans, c'était un mouvement de reflux. Tout le monde partait. Tout le monde partait. Aujourd'hui, vous voyez un mouvement inverse. Tout le monde vient.
des groupes marocains, des groupes tunisiens, des groupes même turcs, des groupes français, AXA revient, c'est une bonne chose. Et je crois que c'est parce que tout le monde a compris qu'il y a eu un travail qui a été fait grâce à la CIMA, un travail d'assainissement, de renforcement du marché, de renforcement de l'expertise aussi. Parce que chaque année, dans les différentes institutions de formation d'assurance, en Afrique, en Europe, en Amérique, partout, il sort des dizaines, sinon des centaines de cadres qui vont en majorité en Afrique travailler. Et le secteur est de moins en moins, j'allais dire, ce n'est plus une société secrète, les assurances en Afrique, comme il y a 20 ans. C'est une profession ouverte. Et je pense que tout le monde a compris que cela ne peut pas reculer, ça ne peut aller que de l'avant. Donc chacun se positionne et c'est une bonne chose. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que si vous avez des étrangers qui viennent habiter chez vous dans votre village et qu'ils épousent vos filles, ça veut dire qu'il faut bon vivre dans votre village. Donc, et l'un des avantages également du marché CIMA, c'est le fait que nous avons une banque centrale commune, enfin une banque centrale en Afrique centrale, l'autre en Afrique de l'Ouest. Ils font le même boulot, c'est des frères siamois, et leur objectif est le même, stabilité monétaire, stabilité des prix, et ils y réussissent plutôt avec le soutien du Trésor français. Et donc, ce marché-là fait qu'il y a une stabilité à long terme, il y a une lecture possible à long terme de l'évolution de l'économie. On est protégé des chocs systémiques, et donc on peut faire de l'assurance, c'est-à-dire travailler sur le long terme. Il y a également l'explosion de la microassurance. Aujourd'hui, la CIMA a adopté une réglementation spécifique de la microassurance pour promouvoir l'assurance dans le secteur rural, dans le secteur périurbain, au milieu des classes moyennes, des pauvres, etc. Et aujourd'hui, 2 sociétés ont déjà demandé à obtenir l'agrément de la CIMA pour faire spécifiquement de la microassurance. Et ça, c'est de la démocratisation de l'assurance. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis, la CIMA également est en train de finaliser une étude sur le développement de l'offre d'assurance dans les États membres pour faire un plan stratégique 2015-2020 pour rendre efficace la supervision, pour que la supervision soit vue sous son angle d'accompagnateur, ou comme on dit ici en Europe, d'incubateur des capacités, mais pas de censeur des capacités, et puis voir comment on peut développer l'offre d'assurance pour optimiser toujours la contribution